Ma femme a souri et a dit, j'ai réservé une table pour nous. Une nuit romantique t'attend. Pendant qu'elle faisait chauffer la voiture, j'ai vu un message sur son téléphone qui disait, tout est prêt. Je te garantis qu'il y aura un accident. Je suis monté calmement dans la voiture et j'ai pensé, très bien, mon amour. Tu le regretteras, et pas qu'une fois. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'étais assis dans mon fauteuil préféré, celui où j'avais passé les 4 dernières années, depuis que j'avais pris ma retraite de l'entreprise familiale à 60 ans. J'ai levé les yeux et je les regardais. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose que je n'ai pas pu identifier sur le moment, mais que mon instinct a enregistré comme une alarme silencieuse. Romantique, ai-je demandé avec une surprise sincère. Cela faisait presque un an que nous n'étions pas sortis seuls, sans excuses, sans dispute préalable, sans cette atmosphère pesante qui s'était installée dans notre maison, comme un brouillard toxique. Oui, mon amour. Je veux que nous redevenions nous-mêmes, a-t-elle répondu, en me caressant les cheveux gris. Et pendant une seconde, juste une fichue seconde, je l'ai cru. Je voulais la croire. Après 40 ans passés ensemble, après avoir tout construit à partir de rien, je voulais penser qu'il restait encore quelque chose à sauver. Donne-moi 10 minutes pour me changer, lui ai-je dit, en me levant du fauteuil. Victoria a souri et est sortie vers le garage. Je vais faire chauffer la voiture. Il fait froid dehors. Je suis monté dans notre chambre et j'ai mis une chemise claire, un pantalon sombre, la montre qu'elle m'avait offerte pour notre 30e anniversaire. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un homme de 64 ans, qui croyait encore aux secondes chances. Comme j'étais naïf pendant ces 10 minutes. Stupide et plein d'espoir. Je suis descendu, ressentant quelque chose comme de l'anticipation. Peut-être qu'elle voulait vraiment arranger les choses. Peut-être que la thérapie de couple des derniers mois avait fonctionné. Peut-être. Puis je suis entré dans le salon et j'ai vu son téléphone portable sur la table basse. L'écran était allumé. Victoria a toujours été négligente avec son téléphone, mais cette nuit-là, sa négligence m'a sauvé la vie. Je me suis approché sans aucune intention d'espionner. L'écran affichait une conversation ouverte, un nom que je ne reconnaissais pas, et puis je l'ai vu. Les mots qui ont tout changé. Tout est prêt. Je te garantis qu'il y aura un accident. Les freins lâcheront dans la descente. Mon cœur s'est arrêté. J'ai lu la ligne précédente. Tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème? C'était le numéro de Victoria. Ma femme, la femme avec qui j'avais partagé 4 décennies de vie. Et la réponse de l'inconnu, crois-moi, le temps qu'ils arrivent au restaurant, il n'y aura plus de retour en arrière. L'assurance vie est de 400 000 €, n'est-ce pas? Mes mains se sont mises à trembler. L'air est devenu épais, irrespirable. J'ai entendu le moteur de la voiture démarrer dehors. Elle faisait chauffer la voiture aux freins sabotés, la voiture dans laquelle nous allions prendre la route au virage dangereux, vers le restaurant dans la montagne. Mon cerveau a traité l'information au ralenti et à une vitesse supersonique, en même temps. Victoria voulait me tuer. Ma femme avait planifié mon meurtre, comme on planifie des vacances. J'ai eu 10 secondes pour ressentir une panique absolue. 10 secondes pour imaginer mon corps brisé au fond d'un ravin. 10 secondes pour voir ma vie se terminer dans un accident tragique, pendant qu'elle encaisserait l'assurance et partirait probablement avec ce maudit complice. 10 secondes entières de pure terreur. Et puis, quelque chose en moi s'est éteint, ou s'est allumé. Je ne suis pas sûr. Mais la peur s'est transformée en quelque chose de froid, de calculé, de mortel. Je me suis assis sur le canapé, les jambes parfaitement croisées. J'ai pris 3 profondes respirations. J'ai reposé le téléphone portable exactement là où il était. Chaque muscle de mon visage s'est détendu, adoptant une expression neutre. J'ai entendu ses pas revenir du garage. Prêt, mon amour? La voiture est déjà chaude, a dit Victoria, en entrant avec ce sourire d'actrice de seconde zone. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai souri. Prêt, ma chérie? Profitons de cette nuit romantique. Elle n'a rien remarqué. Elle n'a pas vu la tempête derrière mes yeux calmes. Alors que nous marchions vers la porte, mon esprit avait déjà 3 longueurs d'avance. J'ai pensé avec une clarté chirurgicale, d'accord, Victoria, nous allons jouer à ton jeu. Nous allons monter dans cette voiture. Nous allons aller à ce dîner.
Mais tu vas te souvenir de cette minute. Tu vas regretter, et pas qu'une fois, d'avoir sous-estimé l'homme que tu as épousé. Car s'il y a une chose que j'ai apprise en construisant une entreprise à partir de rien, c'est qu'il faut toujours, avoir un plan B. Et toi, ma chère femme, tu viens juste d'activer le mien. J'ai ouvert la porte du garage. La voiture nous attendait, le moteur en marche, exhalant de la vapeur dans l'air froid de la nuit. Victoria s'est installée du côté conducteur. Je me suis arrêté une seconde, en regardant ce véhicule qui était censé devenir mon cercueil. Et puis j'ai fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais attendu. J'ai souri, d'un vrai sourire calme, presque affectueux. Tu sais quoi, mon amour? J'ai envie de conduire aujourd'hui. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. J'ai vu la panique traverser son visage, une fraction de seconde. Non, détends-toi. Je conduis, a-t-elle répondu trop vite, trop nerveusement. J'insiste, ai-je dit d'une voix ferme mais calme. En plus, comme ça, tu pourras profiter du paysage. Nos regards se sont croisés. À ce moment-là, j'ai su qu'elle se doutait de quelque chose, et elle a su que je savais quelque chose. Mais aucun de nous n'a rien dit. Pas encore. Le jeu ne faisait que commencer. Mais avant de vous raconter comment cette nuit s'est terminée, laissez-moi vous ramener en arrière. Laissez-moi vous montrer comment nous en sommes arrivés à ce moment de trahison absolue. Car personne ne prévoit de tuer son mari du jour au lendemain. Il y a un chemin, il y a des signes. Et moi, comme un idiot, je les ai tous ignorés pendant des années. J'ai rencontré Victoria quand nous avions 24 ans. Elle travaillait comme secrétaire dans une société d'importation, et je venais d'ouvrir mon propre garage, avec un prêt que mon père m'avait accordé. J'étais ambitieux. Je travaillais 16 heures par jour. J'avais les mains constamment sales de graisse, et les yeux pleins de rêves. Victoria était belle, de cette beauté classique qui n'a pas besoin de maquillage excessif. Je suis tombé amoureux de son rire, de la façon dont elle me regardait, comme si j'étais capable de conquérir le monde. Nous nous sommes mariés 6 mois après notre rencontre. C'était un mariage simple, avec 20 invités, dans le jardin de mes parents. Elle portait une robe de couleur ivoire, qu'elle avait achetée dans une friperie. Je portais le seul costume que j'avais. Nous étions pauvres, mais heureux. Ou du moins, j'étais heureux. Maintenant, en y repensant 40 ans plus tard, je me demande si elle l'a vraiment jamais été. Les premières années furent difficiles. Le garage nous permettait à peine de manger. Victoria a quitté son emploi pour m'aider avec la comptabilité et le service client. Nous vivions dans un appartement de 2 pièces, au-dessus de l'entreprise. L'odeur d'huile de moteur imprégnait nos vêtements, nos meubles, nos vies. Mais je continuais à rêver, et petit à petit, le garage a grandi. À 30 ans, j'ai ouvert la 2e succursale. À 35 ans, nous avions 5 garages dans 3 villes différentes. À 40 ans, nous étions la plus grande chaîne de garages de la région. Victoria ne travaillait plus directement dans l'entreprise. Nous avions une grande maison, 2 voitures, des vacances annuelles. Elle s'est consacrée à la décoration de la maison, aux réceptions mondaines, aux cours de yoga et au club de lecture. Moi, je continuais à travailler comme si nous étions encore pauvres, comme si tout pouvait disparaître demain. Nous n'avons jamais eu d'enfants. Ce n'était pas une décision consciente. Au début, ça n'est tout simplement pas arrivé. Après 10 ans d'essai, Victoria n'a pas voulu suivre de traitement de fertilité. Nous sommes trop vieux pour ça, a-t-elle dit avec une indifférence qui m'a blessé. Je voulais être père. Je rêvais d'enseigner à un fils tout ce que j'avais appris. Mais j'ai accepté sa décision, parce que je l'aimais. Parce que je pensais que nous deux, ça suffisait. Comme je me trompais. Sans enfant, sans but commun au-delà de l'argent, notre relation a commencé à se transformer en autre chose. Quelque chose de vide, de froid. Mais j'étais si occupé à construire l'empire, que je n'ai pas prêté attention à la façon dont mon mariage s'effritait. À 58 ans, on m'a diagnostiqué des problèmes cardiaques. Rien de grave, mais assez pour me faire peur. Le médecin a été direct, Monsieur Tameyo, soit vous réduisez le stress, soit vous préparez votre testament. J'ai décidé de prendre ma retraite. J'ai vendu 3 des 5 garages. J'ai mis des gérants de confiance dans les 2 restants. Je suis resté propriétaire, mais sans responsabilité quotidienne. Et soudain, à 60 ans, je me suis retrouvé à la maison toute la journée.
Ce fut le début de la fin. Car quand on est occupé, on peut ignorer les problèmes. Mais quand on a du temps, les problèmes vous crient au visage. Et Victoria avait beaucoup de problèmes que j'avais ignorés. Ça a commencé par de petites choses, des commentaires venimeux déguisés en préoccupation. Tu vas encore rester à la maison aujourd'hui? Comme tu deviens ennuyeux. Ou, quand je suggérais une activité ensemble, je ne sais pas, Tameyo, nous n'avons plus grand-chose en commun. J'essayais de rire, j'essayais de ne pas y accorder d'importance, mais chaque commentaire était un petit coup de poignard. Puis sont venues les disputes sur l'argent. Malgré la vente des garages, nous avions des revenus plus que suffisants. J'avais bien investi. Nous avions des propriétés, des actions, des économies qui nous permettraient de vivre confortablement jusqu'à 100 ans. Mais Victoria en voulait toujours plus. Mes amis vont en Europe 2 fois par an, disait-elle. Gracila vient de rénover toute sa maison. Pourquoi pas nous? Je lui expliquais que nous avions de l'argent, mais qu'il n'était pas infini, que je ne travaillais plus, que nous devions être prudents. Et elle me regardait avec un mépris absolu. 40 ans que je travaille à tes côtés, m'a-t-elle crié un soir, après que j'ai refusé de lui acheter une nouvelle voiture, alors que celle qu'elle avait à peine 2 ans. 40 ans à supporter l'odeur de graisse, à vivre dans cet horrible appartement, à t'attendre rentrer tard tous les soirs. Et maintenant, tu me dis d'être prudente? J'ai essayé de la calmer, je lui ai rappelé tout ce que nous avions accompli ensemble. Mais elle ne voulait rien écouter. Elle a quitté la maison en claquant la porte, et est revenue 3 heures plus tard, sans explication. Ce fut la première fois que j'ai soupçonné une infidélité. Mais je n'avais aucune preuve. Et honnêtement, j'avais peur d'en chercher, car si je trouvais quelque chose, que ferais-je? Divorcer à 62 ans. Recommencer à zéro? L'idée me terrifiait plus que la trahison elle-même. Alors, j'ai fait ce que font les lâches, j'ai ignoré les signes, et j'ai continué. Mais Victoria ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à sortir plus souvent. Je vais au théâtre avec Norma, disait-elle. Ou, Esther m'a invité à dîner. Elle avait toujours des projets qui ne m'incluaient pas. Et quand je suggérais de l'accompagner, elle inventait des excuses. C'est juste entre amis, tu t'ennuierais. Petit à petit, je suis devenu un étranger dans ma propre maison, dans mon propre mariage. Les mois suivants furent comme regarder un film d'horreur au ralenti. Je savais que quelque chose de terrible allait arriver, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Victoria est devenue une experte en manipulation psychologique. Chaque conversation était un champ de mine, chaque mot de ma part pouvait déclencher une explosion de fureur, ou un silence glacial qui durait des jours. J'ai appris à marcher sur des œufs dans ma propre maison, à mesurer chaque phrase, à éviter les sujets conflictuels. Je suis devenu prisonnier de son instabilité. Un après-midi, j'ai vérifié ses comptes bancaires. C'était toujours moi qui gérais les finances. Mais après ma retraite, j'avais donné à Victoria un accès total. Je lui faisais confiance. Une erreur monumentale. J'ai découvert des retraits étranges, 3 000 € par-ci, 5 000 par-là. Des achats dans des magasins que nous ne fréquentions jamais, des virements vers des comptes que je ne reconnaissais pas. En 6 mois, elle avait dépensé près de 50 000 € sans me consulter. Je l'ai confrontée ce soir-là, calmement, sans accusation, juste en lui montrant les relevés bancaires. Victoria, j'ai besoin que tu m'expliques ces dépenses. Elle n'a même pas regardé les papiers. Elle m'a regardé avec ces yeux que j'avais autrefois aimés, et qui ne reflétaient plus qu'un mépris glacial. Tu me surveilles maintenant? Je suis ton employé qui doit te rendre des comptes? Sa voix a monté de 3 octaves. Après 40 ans à nettoyer ta maison, à te faire à manger, à être la femme parfaite, tu viens me reprocher de dépenser de l'argent qui est aussi à moi. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas un reproche, que je voulais juste comprendre. Mais Victoria avait déjà activé son mode victime. Elle s'est mise à pleurer, des larmes parfaitement calculées qui coulaient juste au bon moment. Tu n'as jamais apprécié quoi que ce soit que je fasse. Ça n'a jamais été assez pour toi. C'était toujours les affaires, l'argent, le travail. Et maintenant que je veux enfin profiter un peu de la vie, tu m'attaques. Elle a quitté la pièce de façon dramatique, me laissant avec les papiers à la main, et un sentiment de culpabilité que je ne méritais pas de ressentir. C'est comme ça que notre jeu fonctionnait, inverser les rôles, transformer ma préoccupation légitime en un défaut de mon caractère, me faire sentir que j'étais le problème.
Et ça a marché pendant des mois. J'ai commencé à me remettre en question. Peut-être que j'étais trop contrôlant. Peut-être qu'après tant d'années concentrées sur le travail, je ne savais pas être un bon mari. Peut-être qu'elle méritait de dépenser cet argent sans explication. Mais les dépenses n'ont pas cessé, elles se sont aggravées. Et avec elles, son attitude envers moi est devenue plus hostile. Elle a cessé de cuisiner. Commande à manger ou cuisine toi-même, je ne suis pas ta servante. Elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Elle a cessé de me regarder quand je lui parlais. Elle a commencé à me traiter comme si j'étais un vieux meuble qui gênait dans la maison. Et le pire de tout, elle a commencé à disparaître pendant des heures sans donner d'explication. Une nuit, elle est arrivée à 2 heures du matin. J'étais réveillé, inquiet, imaginant des accidents, des hôpitaux, des tragédies. Quand elle est entrée, sentant le parfum cher et le vin, elle n'a montré aucune once de remords. « Où étais-tu » ai-je demandé, en essayant de rester calme. « Dehors » a-t-elle répondu, en enlevant ses chaussures avec une totale indifférence. « Dehors où » J'ai appelé Norma, Esther. Personne ne savait où tu étais. Victoria s'est tournée vers moi avec un sourire cruel. Exactement, Tameyo. Personne ne le savait, et personne n'a à le savoir. Tu n'as plus le droit de m'interroger comme si j'étais une adolescente. Quelque chose s'est brisé en moi cette nuit-là. J'ai vu clairement ce que j'avais essayé de nier pendant des mois. Ma femme ne m'aimait plus. Elle ne m'avait probablement pas aimé depuis des années. Peut-être qu'elle ne m'avait jamais vraiment aimé. Peut-être qu'elle n'avait aimé que la sécurité que je représentais, l'argent que je pouvais lui donner, le statut social que mon succès lui procurait. Et maintenant que j'étais à la retraite, maintenant que je passais du temps à la maison, j'étais devenu une nuisance pour sa nouvelle vie secrète. J'ai décidé de suggérer une thérapie de couple. C'était ma dernière tentative pour sauver quelque chose qui était probablement déjà mort. Je m'attendais à de la résistance, à des moqueries, à des refus. Mais Victoria a accepté immédiatement, trop vite. Je pense que c'est une excellente idée, a-t-elle dit avec un enthousiasme suspect. Je pense que tu as vraiment besoin d'une aide professionnelle pour travailler sur tes problèmes de contrôle et de confiance. J'ai remarqué comment elle a formulé la chose. Ce n'étaient pas nos problèmes, c'étaient mes problèmes. Mais j'ai accepté quand même, parce que j'avais encore de l'espoir. J'étais encore un idiot. Nous avons eu 4 séances avec une thérapeute nommée Adriana, une femme de 50 ans, professionnelle, sérieuse. Les 3 premières séances furent un enfer orchestré. Victoria a pleuré, a raconté des demi-vérités, m'a dépeint comme un tyran obsédé par l'argent, qu'il avait négligé émotionnellement pendant des décennies. J'ai essayé de me défendre, mais ça sonnait comme des excuses. La thérapeute prenait des notes sans aucune expression. Je me sentais jugé, condamné sans procès équitable. À la 4e séance, Adriana a demandé à me parler seule. Victoria a quitté le bureau avec un sourire de victoire mal dissimulé. La thérapeute a fermé la porte et m'a regardé fixement. Tameyo, je vais enfreindre le protocole, car je suis préoccupé par votre situation. Mon cœur s'est accéléré. J'ai travaillé 30 ans avec des couples, et ce que je vois ici n'est pas un mariage avec des problèmes, c'est de la manipulation systématique. Votre femme montre des signes classiques de quelqu'un qui prépare quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais mon instinct professionnel me dit que vous êtes en danger. Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. En danger? Quel genre de danger? Adriana a choisi ces mots avec soin. Émotionnel, certainement. Mais j'ai vu des cas où cela dégénère. Protégez vos finances, envisagez une séparation temporaire, et documentez tout. Je l'ai remercié, mais je suis parti de là plus confus que jamais. En danger. Victoria était manipulatrice, froide, égoïste, mais dangereuse. Cela me semblait exagéré. Ce soir-là, Victoria était étrangement affectueuse, comme si elle savait que la thérapeute m'avait averti et qu'elle voulait compenser. Elle m'a préparé le dîner, m'a serré dans ses bras pendant que nous regardions la télévision, a même suggéré une intimité, chose qui n'était pas arrivée depuis plus d'1 an. Et moi, désespéré de croire que les choses pouvaient s'améliorer, j'ai accepté sa performance comme une réalité. Les semaines suivantes furent comme vivre dans une réalité alternative. Victoria s'est transformée en la femme parfaite qu'elle avait été 20 ans plus tôt. Ou peut-être, en la femme que j'avais toujours voulu qu'elle soit,
mais qu'elle n'avait jamais vraiment été. Elle cuisinait mes plats préférés, elle me demandait comment s'était passée ma journée, elle souriait quand j'entrais dans une pièce. Elle a même suggéré un voyage ensemble, chose que nous n'avions pas faite depuis des années. On pourrait aller à la côte, juste nous deux, comme au bon vieux temps, a-t-elle dit un matin, alors que nous prenions un café. Je voulais désespérément la croire. Je voulais penser que la thérapie avait fonctionné, que les mots d'Adriana avaient été exagérés, que mon mariage avait encore une chance. Alors, j'ai ignoré les petites incohérences. J'ai ignoré que ces démonstrations d'affection étaient presque théâtrales, trop parfaites, comme si elles suivaient un script. J'ai ignoré qu'elle continuait à recevoir des messages sur son téléphone, qu'elle cachait immédiatement quand j'entrais. J'ai tout ignoré, parce que je voulais la paix, parce qu'à 64 ans, j'étais fatigué de me battre. Un après-midi, ma sœur Gracila est venue nous rendre visite. Elle a toujours eu un sixième sens pour détecter les problèmes. Depuis que nous étions enfants, quand j'essayais de cacher une bêtise, elle le savait juste en me regardant. Cet après-midi-là, nous avons pris un café sur la terrasse pendant que Victoria était à l'étage. « Est-ce que tout va bien entre vous deux ?» a demandé Gracila avec cette voix douce mais directe qu'elle utilisait toujours pour les sujets sérieux. « Oui, beaucoup mieux », ai-je répondu, en essayant de paraître convaincant. Victoria a changé. Je pense qu'elle a enfin compris que nous devons travailler sur notre mariage. Gracila m'a étudié en silence pendant plusieurs secondes. « Tameyo, je te connais depuis ta naissance. Je sais quand tu mens, et je sais quand tu te mens à toi-même. » J'ai essayé de protester, mais elle a levé la main, m'arrêtant. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais quelque chose ne va pas. Victoria est différente. Pas dans le bon sens. Différente, d'une manière calculée. Différente, comme si elle jouait un rôle. Je lui ai dit qu'elle était paranoïaque, qu'elle avait vu trop de séries policières, mais ces mots ont continué à résonner dans mon esprit, comme des cloches d'avertissement. 2 jours plus tard, Victoria a annoncé son plan romantique. C'était un vendredi après-midi. Je lisais dans le salon quand elle est descendue, habillée de vêtements élégants, maquillée comme pour une occasion spéciale. « Chérie, j'ai réservé une table pour nous dans ce restaurant de montagne que tu aimais tant, il y a des années. Celui avec la vue sur la vallée. » Mon cœur a fait un bond de surprise sincère. Ce restaurant se trouvait à 40 minutes de la maison, sur une route sinueuse qui montait dans la montagne. Nous n'y étions allés que 2 fois au cours de toutes nos années ensemble, toujours pour des célébrations spéciales. « Vraiment ? Qu'est-ce qu'on fête ?» ai-je demandé, en posant mon livre. Victoria s'est approchée et m'a pris les mains, avec une tendresse qui aurait semblé authentique si je n'avais pas été si habitué à ces manipulations. Nous. Nos 40 ans ensemble. Un nouveau départ. Ses yeux brillaient de quelque chose que j'aurais pu confondre avec de l'amour, si je n'avais pas vu cette même lueur quand elle parlait d'acheter des choses chères, ou quand elle obtenait ce qu'elle voulait. Elle m'a demandé de bien m'habiller, que nous prendrions des photos, que ce serait une nuit spéciale à retenir. Je suis monté me changer avec un mélange d'espoir et de malaise. Quelque chose dans tout ça me semblait étrange, trop planifié, trop parfait. Mais j'ai chassé ces pensées. Peut-être que Gracila et Adriana m'avaient mis des idées paranoïaques en tête. Peut-être que Victoria voulait vraiment sauver notre mariage. J'ai mis une chemise claire, un pantalon sombre, la montre de notre anniversaire. Je me suis regardé dans le miroir, voyant un homme qui voulait croire au miracle. Quand je suis descendu, Victoria était déjà sortie au garage. « Je vais faire chauffer la voiture, il fait froid dehors », a-t-elle crié depuis la porte. J'ai hoché la tête et je suis allé dans le salon pour prendre mon portefeuille, que j'avais laissé sur la table basse. Et c'est là que je l'ai vu. Son téléphone portable, abandonné à côté d'un vase de fleurs, l'écran allumé, montrant une conversation active. Je n'ai pas eu à le déverrouiller. L'écran affichait déjà les messages ouverts, un numéro sans nom, et 3 lignes de texte qui ont glacé mon sang dans mes veines et arrêté le temps lui-même. Le premier message était de Victoria, envoyé ce matin-là. « Tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème ?» La réponse est arrivée 2 heures plus tard. « Tout est prêt. Je te garantis qu'il y aura un accident. Les freins lâcheront dans la descente. » Et dans le message le plus récent, envoyé il y a à peine 10 minutes, l'assurance vie est de 400 000 €, n'est-ce pas? Après ça, on s'en va ensemble, comme prévu. Mon cerveau a refusé de traiter ce que je lisais pendant plusieurs secondes.
J'ai dû relire les messages 3 fois pour en comprendre toute la signification. Ma femme, la femme avec qui j'avais partagé 40 ans de vie, la femme à qui j'avais tout donné, prévoyait de m'assassiner. Pas un divorce, pas une séparation. Un meurtre. Un accident fabriqué sur une route de montagne, pour toucher l'assurance vie et s'enfuir avec son complice. Les pièces du puzzle se sont emboîtées avec une clarté brutale. C'est pour ça qu'elle avait été si affectueuse ces dernières semaines. C'est pour ça qu'elle avait insisté pour aller dans ce restaurant précis. C'est pour ça qu'elle avait choisi cette route dangereuse. Les freins sabotés lâcheraient dans l'une des courbes serrées en descente. La voiture tomberait de la falaise. Elle sauterait probablement avant, ou aurait un plan pour survivre, pendant que je mourrais. Et tout le monde croirait à un tragique accident. Mes mains se sont mises à trembler. Je ne pouvais plus tenir le téléphone. J'ai senti la nausée me monter à la gorge. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, comme des tambours de guerre. 40 ans. 40 ans ensemble. Et elle était prête à me tuer pour 400 000 € et un amant dont je ne connaissais même pas le nom. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était l'anéantissement complet de tout ce que j'avais cru sur ma vie, mon mariage, ma réalité. J'ai entendu le moteur de la voiture démarrer dans le garage. Elle faisait chauffer la voiture aux freins sabotés, la voiture qui allait être mon cercueil roulant. J'avais exactement 10 secondes pour décider quoi faire. 10 secondes pour choisir entre la panique totale et la survie calculée. 10 secondes pendant lesquelles toute ma vie a défilé devant mes yeux, et s'est reconfigurée en quelque chose de complètement différent. 5 secondes. Je pouvais courir. Je pouvais la confronter maintenant. Je pouvais appeler la police. Mais je n'avais aucune preuve, au-delà de ces messages qu'elle pouvait effacer en une seconde. Et si je lui montrais que je savais, qu'est-ce qui me garantissait qu'elle n'avait pas de plan B? Du poison dans le dîner? Un couteau caché dans son sac? 3 secondes. Je pouvais refuser d'y aller, inventer une excuse, tomber soudainement malade. Mais cela ne ferait que reporter son plan, et l'alerterait que je me doutais de quelque chose. 1 seconde. Où je pouvais faire l'impensable. La seule chose qu'elle n'attendrait jamais. 0. J'ai décidé. Dans cette dernière seconde, avant qu'elle ne revienne du garage, j'ai pris la décision qui allait tout changer. Je n'allais pas être sa victime. Je n'allais pas mourir sur cette route comme elle l'avait prévu. J'allais jouer à son jeu. J'allais la déjouer. J'allais lui faire regretter chaque seconde qu'elle avait passée à planifier ma mort. Mais pour ça, j'avais besoin de quelque chose qu'elle n'avait clairement pas, un contrôle absolu de mes émotions. Je me suis accordé exactement 10 secondes de plus pour ressentir. 10 secondes pour traiter l'horreur, la trahison, la douleur de savoir que la femme qui dormait à côté de moi avait planifié mon meurtre depuis des mois, ou peut-être des années. 10 secondes pour imaginer mon corps brisé au fond d'une falaise, pendant qu'elle feindrait des larmes de veuve éplorée. 10 secondes entières pour ressentir tout le poids de la dévastation. Et puis, j'ai fermé cette porte. J'ai stocké chaque émotion dans un compartiment scellé de mon esprit. J'ai pris 3 respirations profondes, contrôlées, délibérées. J'ai senti mes mains cesser de trembler, mon cœur revenir à un rythme presque normal, mon visage se détendre en une expression neutre, presque aimable. J'ai replacé son téléphone portable exactement là où je l'avais trouvé, avec l'écran au même angle, pas 1 millimètre de déplacé. Quand Victoria est entrée, souriante, depuis le garage, j'étais assis sur le canapé, les jambes croisées, feuilletant un magazine comme si je n'avais aucun souci au monde. Prêt, mon amour? La voiture est déjà chaude, a-t-elle dit avec cette voix sirupeuse qu'elle avait perfectionnée depuis des semaines. Je me suis levé lentement, en m'étirant comme si je venais de me réveiller d'une sieste. Prêt, ma chérie? Cette nuit va être inoubliable, ai-je répondu, en la regardant droit dans les yeux. Et j'ai souri. Un sourire calme, authentique, presque affectueux. J'ai vu quelque chose traverser son visage, une fraction de seconde de doute, comme si mon calme la déstabilisait. Mais elle a immédiatement retrouvé son sang-froid. Allons-y, alors. Je ne veux pas perdre la réservation. Nous avons marché jusqu'à la porte du garage, côte à côte. Mon esprit avait déjà 3 coups d'avance, calculant les probabilités, anticipant les scénarios, construisant des stratégies en temps réel. La voiture nous attendait, le moteur ronronnant doucement. Une berline de couleur argentée, que nous avions achetée il y a 3 ans.
Une bonne voiture, fiable, sûre. Sauf que maintenant, les freins avaient été sabotés par un mécanicien corrompu que ma femme avait engagé. Je me suis demandé combien elle l'avait payé. Je me suis demandé si cet homme savait qu'il était complice d'un meurtre, ou si Victoria lui avait menti aussi. Victoria s'est dirigée vers le siège du conducteur avec une aisance étudiée. Elle a ouvert la porte, mais avant de monter, je l'ai arrêtée. Tu sais quoi, mon amour? J'ai envie de conduire aujourd'hui. Les mots sont sortis de ma bouche sur un ton désinvolte, presque fantaisiste, comme si c'était une idée de dernière minute. Mais j'ai vu comment son corps s'est tendu immédiatement, comment ses articulations sont devenues blanches en serrant la portière de la voiture, comment son sourire a vacillé une seconde avant de se recomposer. Non, non, détends-toi. Je conduis. Comme ça, tu pourras profiter du paysage, a-t-elle répondu d'une voix un peu plus aiguë que la normale, un peu plus désespérée. J'insiste, ai-je maintenu, en gardant mon ton léger mais ferme. Ça fait un moment que je n'ai pas conduit sur cette route. J'aime conduire la nuit. En plus, tu pourras prendre des photos du coucher de soleil depuis ta fenêtre. Nos regards se sont croisés par-dessus le toit de la voiture. À ce moment-là, quelque chose de silencieux mais d'absolu s'est produit. Elle a su que je savais quelque chose, et j'ai su qu'elle savait que je savais. Mais aucun de nous ne l'a dit à voix haute. L'air entre nous est devenu épais, électrique, chargé de sous-entendus. Victoria a ouvert la bouche comme pour protester à nouveau, mais j'avais déjà contourné la voiture et ouvert la porte du conducteur. J'insiste, ma chérie. Je conduis aujourd'hui. Ma voix avait perdu toute chaleur. Elle n'était pas hostile, elle était pire. Elle était froide, calculée, dénuée d'émotion. Et elle l'a remarqué. Elle est restée près de sa porte pendant 5 longues secondes. Je pouvais voir son esprit travailler frénétiquement derrière ses yeux. Si elle protestait trop, ce serait suspect. Si elle acceptait, elle perdait le contrôle du plan. Elle était piégée dans son propre piège. Elle a finalement cédé, avec un sourire tendu qui n'atteignait pas ses yeux. Comme tu voudras, mon amour. Elle a contourné la voiture et s'est installée sur le siège passager, avec des mouvements rigides, mécaniques. Je me suis installé au volant, j'ai ajusté le rétroviseur avec un calme délibéré, j'ai bouclé ma ceinture de sécurité, faisant résonner le clic dans le silence tendu à l'intérieur de la voiture. Victoria a fait de même, les mains tremblant légèrement. Le silence entre nous était si lourd que je pouvais presque le toucher. J'ai posé ma main sur le levier de vitesse. Prête pour notre nuit romantique, ai-je demandé, en tournant la tête vers elle. Nos regards se sont à nouveau croisés. Et à cet instant, nous savions tous les deux, avec une certitude absolue, que ce n'était pas une scène romantique. C'était une guerre. Une guerre psychologique, où le premier coup avait déjà été joué, et où les règles venaient de changer complètement. Victoria a hoché la tête sans un mot. Son visage avait perdu toute trace de comédie. Maintenant, il n'y avait plus que de la tension pure. Mais je n'allais pas monter dans cette voiture. Car même si je voulais lui montrer que je connaissais son plan, même si je voulais la voir transpirer de nervosité pendant que je conduisais vers le restaurant, je n'étais pas si stupide. Les freins étaient sabotés. Et s'il lâchait, nous mourions tous les deux. J'avais besoin d'un autre plan. Un qui ne me mettrait pas en danger réel, mais qui la ferait payer. Juste avant de passer la marche arrière, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Attends, laisse-moi dire à Gracilla qu'on va passer près de chez elle. Peut-être qu'elle veut qu'on lui apporte quelque chose. Victoria a pâli. Pourquoi impliquer ta sœur? Sa voix semblait stridente, désespérée. C'est juste un message rapide, ai-je répondu, en tapant déjà. Mais je n'écrivais pas à Gracilla pour lui apporter quelque chose. J'écrivais un message bien différent. Gracilla, j'ai besoin que tu viennes à la maison maintenant. Urgence. N'appelle pas, viens, c'est tout. Fais-moi confiance. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai rangé le téléphone. Victoria a essayé de voir l'écran, mais j'ai été plus rapide. Fait. Elle dit qu'elle n'a besoin de rien, ai-je menti naturellement. J'ai mis la voiture en marche arrière, mais je n'ai pas relâché le frein à main. Tu sais, mon amour, en y réfléchissant, je me sens un peu étourdi. C'était peut-être le café de midi. Victoria m'a regardé avec un mélange de soulagement et de frustration. Tu veux annuler? Il y avait de l'espoir dans sa voix. Non, non,
juste 1 minute. Je vais chercher de l'eau. Je suis sorti de la voiture, la laissant seule à l'intérieur. Je suis rentré dans la maison, et je suis allé directement à mon bureau. J'ai ouvert le tiroir où je gardais les documents importants et j'ai pris mon flacon de pilules pour la tension artérielle. C'était de légers sédatifs qu'on m'avait prescrits après mon diagnostic cardiaque. J'ai pris 4 pilules, je les ai écrasées avec le dos d'une cuillère jusqu'à obtenir une fine poudre, et je les ai gardées dans un mouchoir plié dans ma poche. Gracila a répondu à mon message. J'arrive. Tu vas bien? J'ai répondu, sois là dans 30 minutes. D'ici là, ce sera fini. J'ai juste besoin que tu sois témoin de quelque chose. Elle ne comprendrait que plus tard, mais j'avais confiance qu'elle viendrait. Ma sœur venait toujours quand j'avais besoin d'elle. J'ai bu un verre d'eau et je suis retourné au garage. Victoria était toujours dans la voiture, regardant son téléphone avec une expression tendue, envoyant probablement des messages urgents à son complice, lui demandant quoi faire maintenant que le plan s'était compliqué. Je suis remonté dans la voiture. Je vais mieux maintenant. Mais tu sais quoi? J'ai pensé que ce serait plus spécial si nous dînions ici, à la maison. Quelque chose d'intime, juste nous deux, sans serveur, sans gens autour. J'ai vu la panique sur son visage. Mais j'ai déjà fait la réservation. Et ce restaurant est si spécial. Elle improvisait désespérément. J'ai coupé le moteur. Le restaurant sera toujours là un autre jour. Aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de différent. J'ai envie que tu cuisines pour moi, comme tu le faisais avant, quand nous étions jeunes et n'avions pas d'argent pour sortir. Le piège se refermait, et elle le savait. Elle ne pouvait pas refuser sans paraître suspecte. Elle ne pouvait pas insister sur la route sans révéler ses intentions. Victoria est sortie de la voiture avec des mouvements lents, défaits. Son plan parfait s'effondrait sous ses yeux, et elle ne pouvait rien faire sans se démasquer. Nous sommes entrés dans la maison en silence. Elle marchait devant moi, le dos tendu, les épaules affaissées. Je la suivais, observant chaque détail de son langage corporel. Elle calculait son prochain coup. J'avais 3 longueurs d'avance. Je vais me changer de ces vêtements chics, alors, a-t-elle dit d'une voix sourde. Ne t'inquiète pas pour la cuisine, ai-je répondu d'un ton aimable qui semblait obscène, vu la situation. J'ai commandé à manger dans ce restaurant italien que tu aimes tant. Ça arrivera dans 20 minutes. Un autre mensonge. Mais j'avais besoin de la garder près de moi, sous mon contrôle, sans lui laisser le temps de réagir ou de contacter son complice. Elle est montée en traînant les pieds. J'en ai profité pour aller à la cuisine. J'ai sorti 2 verres à vin, un pour elle, un pour moi. J'ai ouvert une bouteille de vin rouge que nous gardions pour les occasions spéciales. Quelle ironie. Celle-ci se qualifiait définitivement comme une occasion spéciale. L'occasion où ma femme a essayé de m'assassiner, et où j'ai décidé de me battre. J'ai servi les 2 verres avec précision. J'ai sorti le mouchoir avec la poudre des pilules. Ma main a tremblé une seconde. Ce que j'allais faire, c'était franchir des lignes que je n'aurais jamais pensé franchir. Mais ensuite, je me suis souvenu des messages sur son téléphone. Tout est prêt. Je te garantis qu'il y aura un accident. Elle avait planifié ma mort sans une seconde de doute, sans remords, comme on planifie d'aller au supermarché. J'ai versé la poudre dans son verre, j'ai mélangé avec une petite cuillère jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. 4 pilules ne la tueraient pas, je l'avais vérifié mentalement, en me souvenant des instructions du médecin. Mais elle la laisserait extrêmement somnolente, confuse, incapable de coordonner ses mouvements. Elle la laisserait vulnérable. Exactement comme elle avait prévu de me laisser, au fond de ce ravin. Victoria est descendue, habillée de vêtements décontractés, un pantalon sombre, un chemisier de couleur crème. Elle s'était démaquillée. Sans maquillage, elle avait l'air plus âgée, plus fatiguée, moins sûre d'elle. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de quelque chose que j'aurais pu confondre avec de la tristesse, si je n'avais pas connu la vérité. Tameyo, nous devons parler. Sa voix semblait différente, plus douce, plus réelle que depuis des semaines. Bien sûr, parlons, ai-je répondu, en lui tendant un verre de vin. Mais d'abord, trinquons. À nous, à nos 40 ans, à tout ce qui viendra ensuite. J'ai levé mon verre. Elle a hésité, en regardant le liquide rouge sombre. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle n'allait pas boire, que d'une manière ou d'une autre, elle saurait.
Mais elle a finalement levé son verre et l'a fait teinter contre le mien, avec un tintement cristallin qui ressemblait à des cloches funèbres. J'ai bu de mon verre, en maintenant le contact visuel. Elle a fait de même, une longue gorgée. Parfait. Assieds-toi, ai-je dit, en montrant le canapé. Tu as dit que tu voulais parler. Victoria s'est assise sur le bord du meuble, le dos très droit. Elle tenait le verre à deux mains, comme si c'était une bouée de sauvetage. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. La distance entre nous était à peine de 2 mètres, mais cela ressemblait à un abîme. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, a-t-elle commencé d'une voix prudente. Je sais que j'ai été injuste, que je t'ai maltraité. Je veux que tu saches que je suis désolé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Des larmes qui auraient fonctionné quelques heures plus tôt. Des larmes qui avaient fonctionné pendant 40 ans pour me manipuler. Mais maintenant, je ne voyais que la performance derrière elle, le calcul froid, la fausseté absolue. Tu es désolé ? Ai-je répété sur un ton neutre. De quoi es-tu désolé exactement, Victoria ? Elle a pris une autre longue gorgée de vin avant de répondre. Je suis désolé de t'avoir repoussé. Je suis désolé de ne pas avoir apprécié tout ce que nous avons construit ensemble. Je suis désolé d'avoir été égoïste avec l'argent, avec mon temps, avec tout. Une autre performance parfaite. Si je n'avais pas vu ces messages, je serais tombé à genoux, la remerciant pour cette fausse vulnérabilité. Continue, ai-je dit, en m'adossant à mon fauteuil. Je t'écoute. J'ai bu mon vin, en la regardant par-dessus le bord du verre. Elle a bu aussi. Elle était déjà à la moitié de son verre. Excellent. Dans 15 minutes, elle commencerait à en sentir les effets. Victoria a continué sa confession fabriquée. Elle a parlé de la façon dont la retraite m'avait changé, de comment elle ne savait pas s'adapter, de comment nous avions tous les deux perdu notre chemin sans nous en rendre compte. Chaque mot était un mensonge enrobé d'une demi-vérité. Chaque phrase était conçue pour manipuler, pour générer de la culpabilité, pour me faire baisser la garde. Mais je me contentais d'hocher la tête, de poser des questions occasionnelles. Je l'ai laissée parler. Et toutes les quelques minutes, elle buvait plus de vin. Elle a fini son verre. Tu en veux plus, ai-je offert, en me levant. Je ne devrais pas, a-t-elle répondu, mais sa voix semblait légèrement pâteuse. Juste un peu plus, alors, ai-je insisté, en lui versant une demi-mesure. Alors que je lui tournais le dos, en faisant semblant de verser plus de vin, j'ai regardé l'horloge. Il s'était écoulé 12 minutes depuis qu'elle avait bu le premier verre. Les sédatifs agissaient vite sur un estomac vide. Victoria n'avait rien mangé, se préparant pour le dîner romantique qui n'aurait jamais lieu. Son corps traitait le médicament sans résistance. Je lui ai tendu le verre et je me suis rassis. Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça, Victoria, ai-je demandé d'une voix douce, presque mélancolique. Elle m'a regardé, confuse par le changement de ton. Quelle chose ? Sa langue a légèrement trébuché sur les mots. C'est que je t'ai vraiment aimé. Pendant 40 ans, je t'ai aimé avec chaque parcelle de mon être. J'ai travaillé jusqu'à en tomber malade pour te donner une belle vie. J'ai ignoré tes défauts, tes manipulations, tes petites cruautés, parce que je pensais que c'était ça. Le mariage. Je pensais que c'était ça, l'amour. Victoria a cligné des yeux plusieurs fois. Ses yeux commençaient à paraître vitreux. Tameyo. Je t'aime aussi. Les mots sont sortis lentement, lourdement. Vraiment ? Ai-je demandé, en me penchant en avant. Tu m'aimes, ou tu aimes les 400 000 € de l'assurance vie ? J'ai vu son visage changer, comment la couleur a quitté ses joues, comment ses pupilles se sont dilatées dans un choc absolu, mélangé à l'effet des sédatifs. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? A-t-elle balbutié, en essayant de se lever, mais ses jambes n'ont pas répondu correctement. Elle est retombée sur le canapé maladroitement. Le verre a glissé de ses mains, renversant du vin rouge sur son chemisier crème, comme du sang. Sa voix a tremblé. J'ai vu la panique dans ses yeux. Elle voyait enfin la réalité. Elle comprenait enfin qu'elle avait perdu. J'ai vu les messages sur ton téléphone, Victoria. Tout est prêt. Je te garantis qu'il y aura un accident. Les freins lâcheront dans la descente. L'assurance vie, ton plan pour m'assassiner est enfuir avec ton amant. Chaque mot que je prononçais était un clou dans son cercueil métaphorique. Elle a essayé de nier,
en secouant frénétiquement la tête, mais le mouvement l'a rendu étourdi. Non, ce n'est pas tu ne comprends pas, sa voix n'était qu'un murmure confus. Je me suis levé et j'ai marché vers elle, à pas mesurés. Je me suis agenouillé devant le canapé, à sa hauteur. Ses yeux luttaient pour se concentrer. Je comprends parfaitement. Tu as prévu de me tuer. Tu as saboté la voiture. Tu as joué toute cette comédie de la femme repentante pour m'emmener sur cette route et me laisser mourir. Tu aurais probablement sauté de la voiture quelques secondes avant l'impact. Ou peut-être que ton complice t'attendait quelque part pour te secourir. Peu importe. Le fait est que tu voulais que je meure. Victoria s'est mise à pleurer. Mais ses larmes étaient différentes. C'étaient des larmes de terreur réelle. S'il te plaît, Tameyo. Je ne voulais pas. Il m'a forcé. Elle a essayé de formuler des excuses, mais son cerveau n'arrivait plus à bien coordonner les mots. Qui t'a forcé? Ton amant? L'homme avec qui tu prévoyais de t'enfuir après avoir touché mon assurance? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de messagerie. Tu veux qu'on appelle la police tout de suite? Tu veux que je leur montre votre conversation? Non. S'il te plaît, non. Sa tête est tombée en avant. Elle perdait la bataille contre les sédatifs. Qu'est-ce que tu m'as fait? A-t-elle demandé d'une voix pâteuse. Je t'ai donné tes propres pilules, ma chère. Pour ma tension artérielle, des sédatifs. Elles ne te tueront pas. Elles te feront juste dormir quelques heures. Peut-être que tu auras la nausée en te réveillant. Peut-être un mal de tête. Mais tu seras en vie. Contrairement à ce que tu avais prévu pour moi. J'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Gracila était arrivée. Parfait. La sonnette a retenti. Ne bouge pas, ai-je ordonné à Victoria, bien qu'elle puisse à peine garder les yeux ouverts. Je suis allé ouvrir la porte. Ma sœur est entrée avec une expression de préoccupation absolue. Que s'est-il passé? Ton message m'a fait peur. Je l'ai prise par le bras et l'ai guidée vers le salon. J'ai besoin que tu vois quelque chose. J'ai besoin d'un témoin pour ce qui va se passer. Gracila est entrée dans le salon et a vu Victoria affalée sur le canapé, le chemisier taché de vin, les yeux mi-clos, bredouillant des paroles incohérentes. Mon Dieu, que lui est-il arrivé? Est-elle ivre? Ma sœur s'est approchée avec inquiétude, mais je l'ai arrêtée d'un geste. Elle n'est pas ivre. Je lui ai donné des sédatifs. 4 pilules de mes médicaments pour la tension. Gracila m'a regardé comme si j'étais devenu fou. Tu as fait quoi, Tameyo? C'est. Laisse-moi t'expliquer avant de tirer des conclusions hâtives, ai-je interrompu d'une voix ferme. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises des messages de Victoria. J'avais été assez malin pour photographier les preuves avant qu'elle ne puisse les effacer. Gracila a lu en silence. J'ai vu son expression passer de la confusion à l'horreur absolue. Sa main s'est mise à trembler en tenant mon téléphone. Elle allait te tuer, a murmuré ma sœur d'une voix brisée. Elle a planifié un accident. Elle allait te laisser mourir sur cette route. J'ai hoché la tête. Pour 400 000 € et la liberté d'être avec son amant. C'est pour ça que je t'ai appelé. J'ai besoin que tu sois témoin de ce qui va se passer maintenant. J'ai besoin que quelqu'un connaisse toute la vérité, au cas où quelque chose tournerait mal. Gracila m'a serré fort dans ses bras. J'ai senti son corps trembler contre ma poitrine. J'aurais pu te perdre, a-t-elle dit d'une voix étouffée. Nous nous sommes séparés et avons tous les deux regardé Victoria, qui avait maintenant la tête complètement penchée sur le côté, respirant profondément, sur le point de perdre complètement connaissance. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Gracila. Je vais lui donner 2 options. Et tu vas être témoin de sa décision. Je me suis approché de Victoria et je lui ai tapoté doucement les joues. Réveille-toi. J'ai besoin que tu sois consciente pour ça. Victoria a ouvert les yeux avec difficulté. Son regard a mis plusieurs secondes à se fixer sur moi. Tameyo, a-t-elle murmuré. Écoute-moi attentivement, car je ne le dirai qu'une seule fois, ai-je commencé d'une voix froide, dénuée de toute émotion. Tu as 2 options. Option A, nous appelons la police tout de suite. Je leur montre les messages, je leur montre que ton complice a saboté la voiture.
Il t'inculpe pour tentative de meurtre avec préméditation. Tu passes les 20 prochaines années en prison. Tu sors quand tu auras 80 ans. Si tu sors vivante. J'ai vu ses yeux s'écarquiller de terreur croissante, malgré les sédatifs. Option B, ai-je continué sans lui laisser le temps de répondre. Tu signes un divorce demain. Tu renonces à absolument tout. La maison, les économies, les propriétés, les investissements. Tout devient ma propriété. Tu quittes cette ville, tu disparais de ma vie pour toujours. Et tu ne me contactes plus jamais. Tu ne t'approches plus jamais de moi. Si tu acceptes l'option B, je n'appelle pas la police. Les messages restent mon assurance vie. Si jamais tu tentes quoi que ce soit contre moi à nouveau, si jamais tu reviens, ces messages iront directement aux autorités. Victoria a essayé de parler, mais seuls des sons incohérents sont sortis. Gracila s'est approchée et s'est agenouillée à mes côtés. Elle doit répondre maintenant, Victoria, avant que tu ne perdes complètement connaissance. Option A ou option B? Ma sœur a utilisé un ton que je ne lui avais jamais entendu. Dur, implacable, furieux. Victoria nous a regardés tous les deux avec des yeux pleins de larmes et de terreur. B. Option B, a-t-elle finalement réussi à articuler? Bien, ai-je dit, en me levant. Gracila, tu as entendu sa décision. Ma sœur a hoché la tête. Je l'ai entendu clairement. Elle a choisi l'option B, j'ai de nouveau sorti mon téléphone et j'ai lancé l'enregistreur vocal. On va rendre ça officiel. Victoria, répète pour l'enregistrement, je suis d'accord pour divorcer de Tameyo, pour renoncer à tous les biens matrimoniaux, et pour quitter la ville. Je le fais volontairement et sans aucune menace physique. Victoria a lutté contre les sédatifs. Essayant de former les mots. Il lui a fallu 3 essais, mais elle y est finalement parvenue, d'une voix pâteuse mais audible. Je suis d'accord. Pour divorcer. Pour renoncer à tout. Pour quitter la ville. Volontairement. Sa tête est de nouveau tombée en avant. Cette fois, je n'ai pas essayé de la réveiller. J'ai arrêté l'enregistrement. C'est fait. Maintenant, nous avons sa confession enregistrée, en plus des messages. Gracila m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Tu es sûr de ça? Tu pourrais l'envoyer en prison. Elle a essayé de te tuer. J'ai secoué la tête. La prison serait trop facile pour elle. Là-bas, elle aurait à manger, un toit, peut-être même qu'elle se ferait des amis. C'est pire que ça. Je la laisse en vie, mais détruite. Sans argent, sans maison, sans moi. Sans l'avenir qu'elle avait imaginé avec son amant. Je la condamne à vivre avec les conséquences de ses actes, chaque jour, pour le reste de sa vie. Ma sœur a traité mes paroles en silence. Finalement, elle a hoché la tête. Tu as toujours été plus intelligent que cruel. Mais Tameyo, et son complice? L'homme qui a saboté la voiture, il est toujours en liberté. J'ai souri sans humour. Je m'en suis déjà occupé. Pendant que Victoria parlait et buvait son vin, je lui ai envoyé un message anonyme, depuis un numéro jetable. Je lui ai dit que la police enquêtait sur le sabotage de la voiture, qu'ils avaient son numéro, qu'il devait fuir s'il ne voulait pas aller en prison. Et il t'a cru, a demandé Gracila. Je ne sais pas, mais je parie que oui. Les petits criminels sont toujours des lâches. Il est probablement à mi-chemin d'un autre état à l'heure qu'il est. Et s'il décide de revenir chercher Victoria, il la trouvera disparue aussi. Ils se chercheront tous les deux, sans jamais se trouver. L'ironie de mon plan me satisfaisait d'une manière sombre. J'avais transformé leur conspiration d'amour et de cupidité en une histoire de perte mutuelle. Victoria avait complètement perdu connaissance maintenant. Sa respiration était profonde et irrégulière. Qu'est-ce qu'on fait d'elle maintenant, a demandé Gracila, en montrant le corps inerte de ma femme. On la met au lit. Elle dormira jusqu'à demain. Quand elle se réveillera, elle sera confuse, nauséeuse, ne se souviendra probablement pas de tout ce qu'elle a dit. Mais je le lui rappellerai. Je lui montrerai l'enregistrement, je lui montrerai les messages. Et elle signera les papiers du divorce. Parce qu'elle saura qu'elle n'a pas d'autre choix. À nous deux, nous avons porté Victoria à l'étage. Elle était plus lourde que je ne me le rappelais. Ou peut-être que j'étais plus vieux. Nous l'avons déposée sur le lit de la chambre d'amis, pas dans notre chambre conjugale.
Cette partie de notre vie était terminée pour toujours. Gracila lui a enlevé ses chaussures et la couverte d'une couverture. Un geste d'humanité que Victoria ne méritait pas, mais que ma sœur ne pouvait s'empêcher d'avoir. Nous sommes redescendus au salon et nous sommes assis en silence pendant plusieurs minutes. Le poids de ce qui s'était passé m'est tombé dessus comme une avalanche. J'avais drogué ma femme, je l'avais fait chanter, j'avais pris le contrôle total de la situation en utilisant des méthodes qui frôlaient la légalité. Tu penses que je suis un monstre, ai-je demandé à Gracila, sans la regarder. Ma sœur a pris ma main dans la sienne. Je pense que tu es un homme qui a failli être assassiné par la personne en qui il avait le plus confiance. Je pense que tu as fait ce que tu devais faire pour survivre. Est-ce moralement ambigu? Oui. L'aurais-je fait à ta place? Probablement. Elle a franchi la ligne. Tameyo. Elle a planifié ta mort de sang-froid. Tu as juste rééquilibré le jeu. Ces mots m'ont réconforté, mais ils n'ont pas effacé le malaise que je ressentais dans ma poitrine. Demain, j'appellerai Leandro, ai-je dit, en parlant de mon avocat. Je lui expliquerai que Victoria et moi divorçons d'un commun accord, qu'elle renonce à tout volontairement. J'ai sa déclaration enregistrée, j'ai les messages comme preuve de secours si elle essaie de se rétracter. Leandro préparera les papiers, Victoria les signera, et dans une semaine. Tout sera terminé. Gracila a serré ma main. Et ensuite? Ensuite, je vendrai cette maison. Elle a trop de souvenirs amers maintenant. J'achèterai quelque chose de plus petit, peut-être près de chez toi. Je passerai du temps avec mes neveux. Je reconstruirai une vie qui n'inclut ni mensonge, ni trahison. Cela semblait simple, dit comme ça, mais nous savions tous les deux que ce ne serait pas si facile. Les blessures de cette nuit laisseraient des cicatrices permanentes. Gracila est restée avec moi cette nuit-là. Elle a dormi sur le canapé du salon. Moi, je suis resté éveillé dans mon bureau, à regarder des papiers sans vraiment les lire, à penser à 40 ans de mariage qui se sont avérés être une illusion. Vers l'aube, je me suis endormi sur ma chaise. J'ai rêvé que je tombais d'une falaise sans fond. Je me suis réveillé le cœur battant à tout rompre, la chemise trempée de sueur. Il était 7 heures du matin. Je suis monté à la chambre d'amis. Victoria dormait toujours, mais elle commençait à bouger. Dans 1 heure, elle se réveillerait. Et alors, la phase suivante de mon plan commencerait. La phase où elle affronterait toutes les conséquences de ses actes. La phase où je reprendrais le contrôle total de ma vie. Victoria s'est réveillée à 8h30 du matin avec un grognement de douleur. Je l'ai entendue depuis le couloir où j'attendais, assis par terre, le dos contre le mur, comme un garde surveillant un prisonnier. Je suis entré dans la chambre sans frapper. Elle était assise sur le lit, les mains pressant ses tempes, les cheveux en désordre, son chemisier froissé, toujours taché de vin séché. Elle m'a regardé avec des yeux confus et injectés de sang. Que s'est-il passé? J'ai mal partout. Pourquoi suis-je ici? A-t-elle demandé d'une voix rauque. Je me suis assis sur la chaise à côté du lit, en gardant une distance de sécurité. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait jouer l'enregistrement de la nuit dernière. Sa propre voix a rempli la pièce, je suis d'accord pour divorcer de Tameyo, pour renoncer à tous les biens matrimoniaux, et pour quitter la ville. Je le fais volontairement. J'ai vu la mémoire revenir dans ses yeux par vagues. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, enfin l'horreur absolue. Non. Ça ne compte pas. Tu m'as drogué, je n'étais pas dans mon état normal, a-t-elle protesté, en essayant de se lever, mais la nausée l'a forcée à rester assise. Tu as raison, ai-je admis calmement. C'est pour ça que j'ai aussi ça. Je lui ai montré les captures d'écran de ses messages avec son complice. Les messages sur l'accident planifié, sur l'assurance vie, sur leur fuite ensemble. Victoria est devenue blanche comme un linge. Ça compte devant n'importe quel juge, ai-je continué. Une preuve claire de tentative de meurtre avec préméditation. Alors, tu peux choisir à nouveau aujourd'hui, complètement sobre et consciente. Option A, je vais à la police avec ces preuves. Option B. Tu tiens ce que tu as promis hier soir. Tu signes le divorce, tu renonces à tout, tu disparais de ma vie. Je l'ai laissé assimiler pendant plusieurs secondes d'un silence pesant. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle finalement dit, mais sa voix manquait de conviction. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Leandro arrive dans 2 heures avec les papiers du divorce.
Gracila est en bas comme témoin de tout. Ton complice a probablement déjà fui, après le message que je lui ai envoyé en me faisant passer pour un enquêteur de police. Tu n'as pas d'allié. Victoria. Tu n'as pas d'argent à toi. Tu n'as rien, sauf les 2 options que je te donne. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, cette fois, pas la performance perfectionnée de ces dernières années. Comment peux-tu être si cruel? Nous avons été ensemble pendant 40 ans. Sa voix s'est brisée en sanglots. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas de la pitié, exactement, c'était quelque chose de plus compliqué. De la tristesse pour ce qui aurait pu être et n'a jamais été, pour l'amour que j'ai donné et qui n'a jamais été rendu, pour 4 décennies gâchées. Tu as prévu de me tuer, ai-je dit d'une voix douce mais ferme. De transformer ma mort en argent et en liberté pour être avec un autre homme. Tu as saboté notre voiture. Tu allais m'emmener sur cette route, en sachant que les freins lâcheraient. Tu allais me laisser mourir, écrasé contre les rochers. Et tu me demandes comment je peux être cruel? Victoria. Je te laisse en vie. C'est plus de pitié que tu ne m'en aurais montré. Elle n'a rien eu à répondre à ça. Elle est restée assise, pleurant en silence pendant plusieurs minutes. Finalement, elle a parlé d'une voix à peine audible. Qui est-il? Mon prétendu amant. La question m'a surpris. Je ne sais pas. Le numéro dans tes messages n'avait pas de nom. Un lâche qui t'a utilisé, autant que tu as essayé de m'utiliser. Une partie cruelle de moi a apprécié de voir comment cette prise de conscience l'a frappé. Que peut-être, son grand amour n'était pas réel non plus, juste un autre manipulateur. Leandro est arrivé exactement à 10 heures, comme il l'avait promis. Mon avocat depuis 20 ans, un homme de 58 ans aux cheveux complètement gris et à l'expression perpétuellement sérieuse. Je lui avais tout expliqué au téléphone ce matin-là. Une version résumée, sans détails compromettants, juste que Victoria et moi divorcions, qu'elle renonçait à tout volontairement, que j'avais besoin de papiers urgents. Je l'ai reçu à la porte, pendant que Gracila surveillait Victoria à l'étage. Tu es absolument sûr de ça, m'a demandé Leandro à voix basse. Une fois qu'elle aura signé ses documents, il n'y aura plus de retour en arrière. Elle ne pourra rien réclamer légalement. J'ai hoché la tête. Complètement sûr. Elle accepte les conditions. Mon avocat m'a étudié un long moment. Il avait travaillé avec moi assez d'années pour savoir quand quelque chose n'allait pas, mais il me connaissait aussi assez pour savoir que je ne changerais pas d'avis. Nous sommes montés tous les 3. Victoria était toujours assise sur le lit, maintenant habillée de vêtements propres, mais l'air hagard, vieilli de 10 ans en une nuit. Leandro a étalé les documents sur le bureau de la chambre. Madame Victoria, voici les termes du divorce. Vous renoncez à tout droit sur les biens matrimoniaux, les comptes bancaires, les investissements, la pension alimentaire, et tout autre actif au nom de votre mari, Tameyo. Comprenez-vous les termes? Victoria m'a regardé avec des yeux pleins d'une supplication silencieuse, espérant qu'au dernier moment, je m'adoucirais, que je me souviendrais des bons moments et que je pardonnerais, que je laisserais les choses revenir comme avant. J'ai gardé mon expression neutre, impénétrable. Comprenez-vous les termes, a répété Leandro d'un ton plus ferme. Oui, a murmuré Victoria. Je les comprends. Leandro lui a tendu un stylo. Signé. Ici, ici, et ici. Sa main tremblait en tenant le stylo. L'encre bleue a laissé des traces irrégulières sur le papier blanc. 3 signatures qui effaçaient 40 ans de mariage. 3 signatures qui la laissaient sans rien. Quand elle a eu fini, Leandro a rassemblé les papiers et me les a remis. Procédure terminée. Le divorce sera officiel dans 72 heures. Gracila et lui ont signé comme témoins. Tout était légal, tout était irréversible. Leandro est parti après m'avoir remis des copies de tous les documents. Gracila est descendue faire du café. Victoria et moi sommes restés seuls dans la chambre pour la dernière fois. Et maintenant, a-t-elle demandé d'une voix creuse. Maintenant, tu fais ta valise. Je te donne 5000 € en liquide. C'est plus que ce que tu mérites, mais je ne suis pas complètement sans cœur. Tu prends un bus pour où tu veux. Tu recommences à zéro, loin d'ici. Et tu ne reviens jamais. Jamais. 5000 €, après 40 ans. Sa voix s'est élevée d'indignation. Je l'ai regardé avec une expression qui l'a fait reculer physiquement.
Après 40 ans où tu as planifié mon meurtre, 5000 €, c'est généreux. L'alternative, c'est toujours la prison. Choisis. Elle n'a rien dit de plus. Elle a commencé à faire ses valises en silence. Des vêtements, des objets personnels, quelques bijoux que je lui avais offerts des années auparavant. Tout tenait dans une valise de taille moyenne. 40 ans, réduit à 20 kilos d'effets personnels. 1 heure plus tard, elle était prête. Nous sommes descendus les escaliers ensemble pour la dernière fois. Gracila attendait à l'entrée avec une enveloppe Kraft contenant l'argent liquide. Elle l'a tendu à Victoria sans un mot, mais avec un regard qui communiquait tout, mépris, déception, dégoût. Victoria a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle s'est tournée vers moi à la porte. « M'as-tu jamais vraiment aimé ?» a-t-elle demandé. La question m'a pris au dépourvu. « Oui », ai-je répondu honnêtement. « Je t'ai aimé avec tout ce que j'avais. » C'est ça, la tragédie de tout ça. Victoria a hoché lentement la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. « Je suis désolée », a-t-elle dit. « Je sais que ça ne sert à rien maintenant, mais je suis vraiment désolée. » Je n'ai pas répondu. J'avais entendu ses excuses vides trop de fois. J'ai ouvert la porte. Elle est sortie, en traînant sa valise. Elle s'est arrêtée dans l'allée, et s'est retournée une dernière fois. Nos regards se sont croisés à distance. Et puis, elle est partie. Les premiers jours après son départ furent étranges. La maison semblait trop grande, trop silencieuse, comme si les murs eux-mêmes traitaient l'absence. Gracila est restée avec moi la première semaine. Elle a cuisiné, nettoyé, m'a forcé à manger quand mon appétit a disparu. « Tu ne peux pas laisser ça te détruire », disait-elle en me servant une soupe que je n'avais pas envie de manger. Mais ce n'était pas de la tristesse que je ressentais. C'était quelque chose de plus compliqué. Du soulagement, mêlé de vide. De la liberté, teintée d'amertume. 2 semaines plus tard, j'ai découvert quelque chose qui a rendu tout cela encore plus valable. J'organisais le bureau de Victoria, en préparant la maison à la vente, quand j'ai trouvé une boîte cachée derrière des livres qu'elle n'avait jamais lus. À l'intérieur, des relevés bancaires d'un compte que je ne connaissais pas, au nom exclusif de Victoria. Des dépôts réguliers au cours des 3 dernières années, de petites sommes, 200 € par-ci, 3 cents par-là. Ils s'additionnaient à près de 40 000 € qu'elle avait siphonnés de nos comptes communs. Mais ce n'était pas le pire. Il y avait aussi des reçus d'un motel bon marché en périphérie de la ville. Des dizaines de reçus, datés sur 2 ans, toujours aux mêmes dates où elle disait aller avec Norma au théâtre, ou avec Esther à dîner. Et il y avait des photos. Victoria avec un homme que j'ai reconnu après l'avoir fixé pendant plusieurs minutes. Demetrio. Foutu Demetrio. Un mécanicien qui avait travaillé pour moi il y a 5 ans. Je l'avais licencié pour vol d'outils. L'ironie était presque comique. Elle avait eu une liaison avec quelqu'un de mon propre passé, quelqu'un qu'il avait probablement cherché autant par vengeance que par amour. Et ensemble, ils avaient prévu de me tuer, en utilisant des connaissances en mécanique que j'avais moi-même aidé à former. J'ai gardé toutes les preuves. Non pas que je prévoyais de les utiliser, juste parce que confirmer que mon instinct avait été juste m'a procuré une sombre satisfaction. Leandro m'a aidé à vendre la maison en un temps record. 1 mois après le départ de Victoria, j'ai conclu la vente au prix fort. J'ai acheté un appartement moderne, près de l'endroit où vivait Gracila. 2 chambres, une vue sur un parc, sans histoire, sans fantôme. J'ai commencé à construire une nouvelle vie, sur des fondations différentes. Non plus basées sur une confiance aveugle, mais sur une prudence consciente. Les garages continuaient de fonctionner sans problème, sous la direction des gérants. Je les visitais de temps en temps, plus par nostalgie que par nécessité. L'argent continuait d'entrer, les investissements continuaient de croître. Financièrement, j'étais mieux que jamais. Émotionnellement, c'était un territoire inconnu. Gracila m'a présenté à son groupe d'amis, des gens de notre âge qui se réunissaient le samedi pour jouer aux cartes et raconter des histoires. Au début, je me sentais déplacé, mais petit à petit, j'ai commencé à apprécier ces après-midi simples, sans drame ni trahison. 6 mois après le divorce, j'étais au supermarché quand je l'ai vue. Victoria était dans le rayon des produits d'entretien, comparant les prix avec une attention obsessionnelle. Elle avait l'air hagard, dans des vêtements bon marché, les cheveux non teints, montrant des grilles qu'elle cachait religieusement auparavant.
Elle avait des poches sous les yeux et de profondes rides que je ne lui connaissais pas. L'âge, non pas des années, mais des conséquences. Nos regards se sont croisés par-dessus une tour de déterge en promotion. J'ai vu la reconnaissance dans ses yeux, puis la honte, enfin la peur, comme si elle pensait que j'allais lui crier dessus ou l'exposer publiquement. Mais je n'ai ressenti que de l'indifférence. Un vide absolu là où l'amour avait autrefois existé, puis la haine, et maintenant, simplement, rien. J'ai hoché brièvement la tête, un salut poli d'étrangers qui ont autrefois partagé quelque chose, et j'ai continué mon chemin. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas ressenti de satisfaction vengeresse à la voir réduite à ça. Je n'ai pas non plus ressenti de pitié. Juste une confirmation froide que j'avais pris les bonnes décisions. Elle était en vie, mais détruite. J'étais blessé, mais en reconstruction. C'étaient nos peines respectives, et nous les purgions tous les deux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas à cause de la tristesse, mais à cause de la réflexion. Je me suis assis sur mon nouveau balcon, à regarder les lumières de la ville, me demandant qui j'étais maintenant. Je n'étais plus l'homme naïf qui faisait confiance aveuglément. Ni le mari dévoué qui se tuait au travail pour sa famille. J'étais quelqu'un de différent, quelqu'un qui avait regardé la mort dans les yeux, et qui avait choisi de se battre avec les mêmes armes sales qu'on avait utilisées contre lui. Est-ce que je regrettais la façon dont j'avais tout géré? Pas exactement. J'avais survécu, j'avais protégé mes biens et mon avenir, j'avais puni la trahison sans recourir à la violence réelle. Mais j'avais payé un prix que personne ne voyait. Une partie de moi était morte cette nuit-là, quand j'ai lu ces messages. La partie qui croyait en la bonté fondamentale des gens, la partie qui faisait confiance sans vérifier, la partie qui aimait sans retenue. Maintenant, je gardais tout le monde à une distance de sécurité. Quand je rencontrais de nouvelles personnes, il y avait toujours une voix dans ma tête qui calculait les angles, cherchait les arrière-pensées, anticipait les trahisons. Gracila l'a remarqué. Tu vas devoir réapprendre à faire confiance un jour, me disait-elle. Mais je n'étais pas sûr de pouvoir, ni de le vouloir. La confiance m'avait presque coûté la vie. Les cauchemars sont venus des mois après que tout soit terminé. Je rêvais que j'étais dans une voiture, descendant la route de montagne. J'appuyais sur le frein, mais rien ne se passait. La voiture accélérait vers une falaise. Je pouvais voir le vide s'approcher, et juste avant l'impact, je me réveillais le cœur battant à tout rompre, les draps trempés. Certaines nuits, le rêve changeait. Victoria était dans la voiture avec moi, mais au lieu de sauter avant l'impact, elle restait, souriante, pendant que nous tombions ensemble. Un an après le divorce, Leandro m'a contacté. Victoria a tenté de contester l'accord. Elle a engagé un avocat bon marché, arguant qu'elle avait signé sous la contrainte. J'ai ressenti quelque chose comme de la panique, mais je l'ai contrôlé. Et, ai-je demandé? Je lui ai montré l'enregistrement où elle accepte volontairement. Je lui ai montré qu'elle a signé sobre, devant témoin. Son avocat a immédiatement retiré l'affaire. Mais je voulais que tu saches qu'elle a essayé. Je l'ai remerciée pour l'information et j'ai raccroché. Donc, elle se battait encore, cherchant des moyens de récupérer ce qu'elle avait perdu. Eh bien, qu'elle continue d'essayer. J'avais couvert tous les angles. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Cela fait presque 2 ans depuis cette nuit-là. Je suis toujours célibataire, par choix. J'ai eu des propositions, des femmes intéressantes de mon âge que Gracila insiste pour me présenter. Mais je trouve toujours des excuses. Parce que la vérité, c'est que je ne veux pas prendre le risque à nouveau. Je ne veux plus être vulnérable. Je ne veux plus donner à personne le pouvoir de me détruire, comme Victoria a failli le faire. J'ai gagné la bataille, mais j'ai perdu quelque chose dans le processus. Les victoires construites sur des fondations de cendres sont des victoires incomplètes. J'ai survécu, mais au prix de parties de moi que je ne récupérerai jamais. Il y a un dicton que j'ai entendu une fois, quand on combat des monstres, il faut prendre garde à ne pas en devenir un soi-même. Je ne sais pas si je suis devenu un monstre, mais j'ai définitivement cessé d'être celui que j'étais avant. Et c'est peut-être ça, la vraie morale. Que parfois, pour survivre aux monstres, il faut adopter leur méthode.